C'est un angle qu'on n'évoque pas souvent. Comment le niveau de démocratie d'un pays influe sur son économie? Cette question est au cœur des travaux de Vincent Pons, professeur associé à Harvard aux États-Unis. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous venez de recevoir le prix du meilleur jeune économiste 2023, 24e édition de ce prix décerné depuis 2000 par le journal français Le Monde et le Cercle des économistes. Alors la première question est simple. Comment en êtes-vous venu à vous spécialiser sur ce lien précis, cette corrélation entre le niveau de démocratie d'un pays et sa santé économique? Je me suis intéressé à la démocratie en raison de deux élections clés. Pour moi, la première, c'était l'élection présidentielle de 2002. C'est la première élection à laquelle j'ai pu voter en France. Ouais, le fameux 21 avril 2002, qui a vu la qualification de Jean-Marie Le Pen. Ouais. Exactement. Et Lionel Jospin est éliminé à l'issue du premier tour, alors même que le total des voix de gauche est bien supérieur au total des voix du Front National. Et donc, on voit ici un problème que j'étudie dans mes recherches, qui est celui de l'éparpillement des voix dans un camp, le camp de gauche, et celui de l'abstention très forte. Et puis, la deuxième élection a été celle de 2008. Je venais d'arriver aux États-Unis, donc j'étais un jeune étudiant au MIT à l'époque, à Boston. C'est la première élection de Barack Obama et je suis très impressionné par la campagne de terrain qui est menée par les démocrates. La campagne de terrain de Barack Obama et des démocrates. Alors, quel est le niveau de démocratie idéal pour une prospérité économique? Est-ce que ça se mesure? Est-ce qu'il y a un standard? Oui, on peut mesurer le niveau de démocratie en regardant différents ingrédients. Est-ce que le pays tient des élections démocratiques dans lesquelles l'opposition a les moyens de faire campagne? Est-ce que les droits des minorités sont respectés? Quels sont les droits de la presse? Et en fonction de ces différents indicateurs, on peut créer un indicateur global de démocratie. Il y a plusieurs instituts qui s'occupent de faire ces indicateurs. Et ce qui est préoccupant, c'est qu'aujourd'hui, ces indicateurs sont en recul fort. Alors, vous avez parlé justement d'alternance du pouvoir politique. En quoi cela a un impact sur le dynamisme économique d'un pays concrètement? Finalement, une façon de définir la démocratie, c'est que c'est un régime dans lequel l'opposition parfois prend le pouvoir, parfois le parti au pouvoir perd les élections. Et ces alternances démocratiques sont particulièrement importantes parce qu'elles permettent à l'économie et à la société de trouver une amélioration. C'est ce que j'ai pu démontrer grâce à un travail où on a collecter des résultats d'élections, 4000 élections présidentielles et législatives dans le monde entier depuis 1945. Et on s'est rendu compte que lorsque le parti au pouvoir, le président au pouvoir, perd l'élection, eh bien l'économie, la société se porte bien mieux. Mais pourquoi? Puisque la raison fondamentale, c'est que le nouveau parti va pouvoir mettre en œuvre des nouvelles politiques publiques. Si on est un président réélu, on va avoir un peu de réticence à changer des politiques auquel son nom est attaché, puisque c'est des politiques qu'on a mis en œuvre pendant son premier mandat. Au contraire, si on est un nouveau président, on vient avec beaucoup d'énergie et on est prêt à changer les politiques. Il y a un exemple qui me vient en tête, alors, c'est Recep Tayyip Erdogan, réélu en Turquie dimanche, qui sur la politique et l'inflation reste arc-bouté sur sa politique. Là, c'est un exemple, selon vous, qui est parlant? C'est un exemple parlant où l'absence de transition électorale est particulièrement préoccupante. Et cette absence de transition électorale est le résultat d'un système qui n'est plus vraiment un système démocratique, puisque les droits de l'opposition ont été complètement bafoués en Turquie. Je crois que le temps d'antenne qui a été consacré à Erdogan était 60 fois supérieur au temps d'antenne de son rival. Mais on pourrait rétorquer aussi que les investisseurs auraient peur d'un changement. Quand on a un dirigeant qui est en place depuis 10, 15, 20 ans, ça rassure aussi les marchés, non? Oui, et c'est la raison pour laquelle on a fait ce projet de recherche, puisque ex ante, on aurait pu penser qu'avoir plus de stabilité est quelque chose de positif. Mais la force qui domine, c'est que le changement, finalement, améliore l'économie. Alors, comment analyser la situation en France à la lumière de vos travaux? J'évoque bien entendu le mouvement de contestation sociale, ce vaste mouvement qui a duré dans le temps. Les syndicats disent d'ailleurs qu'il n'est pas terminé, même si pour l'instant il n'y a pas de manifestation, même si aujourd'hui à Orly, un tiers des vols tout de même annulés s'agissant de ce mouvement. Quelle analyse? Sur l'économie, l'impact sur l'économie. Mon analyse, c'est que ce mouvement s'enracine dans une lente dégradation qui commence depuis les années 1970, où les citoyens votent de moins en moins, où l'insatisfaction par rapport aux élus progresse, où le vote extrême, le vote populiste monte d'élection en élection. Dans ce contexte, tout président élu fait face à une légitimité qui est largement entamée pour mettre en œuvre des réformes. Il suffit d'une petite insatisfaction pour précipiter un mouvement comme celui qui s'est opposé à la crise des retraites et puis il y a quelques années, le mouvement des Gilets jaunes. Alors, rectificatif pour Orly, un tiers des vols, pardonnez-moi, ça concerne mardi et c'était pas aujourd'hui. Restons sur la France. En même temps, la France et l'Europe d'ailleurs, il y a eu des boucliers tarifaires, il y a eu une inflation certes qui est terrible. On a le sentiment que dans les démocraties occidentales, libérales, il y a une défiance du pouvoir alors même que quoi qu'on le dise, les populations sont plus soutenues que des pays comme la Turquie que j'évoquais. Ne parlons pas du Liban.
Absolument. Et moi, mon travail consiste à identifier des remèdes à ces maux que vous décrivez, à ces failles dans le système démocratique français et d'autres pays. Un remède que j'ai identifié, c'est de lutter contre l'abstention en réduisant le coût à la participation pour que le président soit élu par une grande majorité de Français. Un second remède consiste à s'assurer qu'on démultiplie les discussions qui peuvent avoir lieu entre électeurs, puisque à la fin, la démocratie doit être faite de débats, de délibérations. C'est ce qui permet de trouver un consensus. Et aujourd'hui, ces discussions sont de plus en plus rares. Alors parfois, quand vous cherchez, il y a des résultats qui sont assez étonnants. Prenons le cas de la Bolivie. 2006, Evo Morales arrive au pouvoir. Nationalisation, tout de même, des hydrocarbures. C'est un pays qui produit beaucoup de pétrole. Et là, le résultat est plutôt surprenant. Oui, alors il faut remettre cet exemple dans son contexte. Evo Morales est président à une époque où le prix du pétrole augmente très fortement, ce qui lui permet de renégocier les contrats avec les grandes entreprises étrangères qui exploitent les champs de pétrole pour que l'État prenne une part plus importante pour redistribuer. Pour redistribuer ensuite à la population. Lui, il est très attaché à l'époque à redistribuer notamment à la population indigène en Bolivie, mais ça montre les changements de politique qui peuvent être assez radicaux, même dans un contexte de forte mondialisation, dans le cadre d'une démocratie. Mais toute la presse économique s'attend à ce que les multinationales quittent le pays, et c'est pas ce qui va se produire. La Bolivie a même connu une croissance excellente. Oui, exactement, et je pense que ce cas montre que même à l'intérieur d'un système démocratique, même dans un monde qui est très mondialisé, où les politiques publiques sont contraintes par des choix de grandes entreprises étrangères, d'investisseurs étrangers, il y a de la place pour un nouveau président pour mettre en œuvre des politiques qui sont assez différentes. Pourquoi est-ce qu'il peut faire ce changement? Parce que la Bolivie n'a pas de déséquilibre des comptes publics à l'époque. Alors vous êtes bien placé pour répondre à la question suivante, puisque vous enseignez aux États-Unis à Harvard. Il y a eu un accord de la Chambre des représentants aux États-Unis sur le plafond de la dette américaine. Disons-le, c'est un marronnier, ça se produit à chaque fois. Est-ce que là, il y a un lien, une corrélation entre cette affaire, cette querelle entre républicains et démocrates, et l'économie? On a vu la bourse ces derniers jours qui s'est quelque peu, pas effondrée, mais qui a chuté. Et est-ce que ça peut avoir des répercussions mondiales? Oui, tout à fait. Le problème aux États-Unis, c'est celui de la polarisation très forte entre les républicains et les démocrates. Les républicains qui dominent la Chambre, un président démocrate qui n'arrivait pas à s'entendre sur les conditions pour relever le plafond de la dette. Là, un accord a été trouvé, il a été voté à la Chambre avec une forte majorité, mais d'année en année, ces discussions sont de plus en plus difficiles. En 2011, en 2013, on se souvient que Barack Obama avait eu du mal à trouver un accord avec les Républicains. Ils avaient dû mettre sous chômage partiel, temporaire, un grand nombre de fonctionnaires. La menace ici, c'est que ce phénomène politique ensuite puisse provoquer un défaut des États-Unis sur leur dette, qui crée ensuite une crise financière globale, puisque la dette américaine, le dollar, est utilisée comme valeur refuge, comme monnaie de réserve par un grand nombre de banques centrales. Merci beaucoup Vincent Ponce d'avoir répondu à nos questions. Merci pour votre éclairage. Je rappelle que vous venez de recevoir le prix du meilleur jeune économiste et que vous êtes enseignant à Harvard aux États-Unis. Merci à vous. Merci à vous.